Bonjour Meryl, Bonjour Lénaïque. tu es un entrepreneur multicasquette, j'adore ce titre. Avant de venir sur toutes ces casquettes justement que tu as avec ces entreprises que tu as mis en place, quel âge tu as déjà? J'ai 26. Oui, bon, l'âge d'être mon fils, quoi. C'est ça. À l'heure où on enregistre, j'ai 26 ans. Ouais. Je vais sur mes 27. 26 ans. 26 ans, c'est tout? Team Non. 1993. Mais c'est extra. Franchement, je pensais que tu étais un peu plus âgé, tu vois, comme quoi. Alors moi, je t'ai rencontré, Meryl, dans le cadre d'une formation sur Funnel Network. C'est quelque chose que tu as créé. Et c'est une formation où tu aides les entrepreneurs en marketing relationnel, notamment, à créer un tunnel de vente. Donc, on parlera de ça tout à l'heure. Moi, j'ai envie, ce dont j'ai envie, c'est que tu me parles un petit peu de ton parcours. Donc, là, en ce moment, tu es à Soissons, mais ça veut dire quoi? Que tu es de Soissons ou que tu viens d'ailleurs? Je viens d'ailleurs. Souvent, on dit que je suis un peu un alien. Donc, à mon avis, je viens de très, très loin. Tu vois. Mais pour répondre à la question, oui, j'habite à Soissons. Enfin, là, on est dans une période un peu particulière. Je suis confiné et j'ai choisi d'être confiné auprès de ma fiancée, de ma future femme. Et en fait, on est même chez mes beaux-parents, temporairement, a priori. C'est pour ça, là, je suis pas dans mes locaux, je suis nulle part. Je suis confiné dans l'ancienne pièce de couture de ma femme avec le papier peint qui va bien. Devinez, Ouais, c'est quoi ses couleurs préférées? c'est le rose ou le violet? C'est le rose, c'est le rose à fond. Et si je monte un peu la caméra, des fois, elle me laisse des petits mots sur le tableau, tu vois. Oh, j'adore, ça j'adore. Enfin bon, voilà, c'est. Donc bon, voilà. Mais au moins, il y a un jardin. Là, je sors d'une petite séance d'étirement, tout ça. Mais du coup, bien disposé à répondre à tes questions. Je suis en grande forme. Et donc, tout ça pour dire, je suis confiné à Soissons, mais c'est aussi dans le Chaussonnet que j'habite. À la toute base, je suis né en Picardie, donc je suis Picard. Mon enfance, je l'ai faite en Auvergne, c'est-à-dire que j'allais faire du ski de fond et du ski alpin en EPS tous les mercredis, tandis que mes Ah, camarades Picards allaient génial. faire du ping-pong, tu vois. Donc, ouais, c'était vraiment cool. Mes études, je les ai faites dans le Nord, à Lille. Après, je suis monté encore plus dans le Nord, à Nottingham, en Angleterre. Et je suis redescendu entreprendre à Reims et plus récemment à Soissons, parce que ma fiancée est originaire d'ici. Hmm. Qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'en Angleterre? Bah, en fait, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et du coup, je me laissais un peu guider. Moi, j'étais plutôt bon élève à l'école, pardon. C'est comme ça que je m'exprimais. Et c'est quelque chose qui me plaisait. Et du coup, un jour, j'ai demandé à mes profs, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer une sorte de sécurité? On m'a dit, bah, fais Sciences Po. C'est difficile d'accès, mais une fois que tu as le diplôme de Sciences Po, tu peux tout faire sauf médecine. Je suis OK, bah, à ce moment-là, ça me plaît. Et du coup, j'ai postulé pour Sciences Po. Je me suis rétamé au concours d'entrée à la première année. Puis après, je suis passé directement en deuxième année. Je l'ai eu. Et donc, ça se passait à Lille, Sciences Po. Sauf que D'accord, la particularité de ce cursus, c'est que la troisième année à Sciences Po se fait toujours à l'étranger. Et c'est là que je suis parti à Nottingham, en Angleterre. d'accord. Alors Sciences Po, ça veut dire que c'était un choix par défaut. Ça Oui. t'est pas. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sciences Po? Bah, il s'est passé que moi, j'ai fait un bac L, donc littéraire. Donc, je suis plutôt dans les lettres, un peu dans la créativité. Après, vu que j'étais un peu touche à tout, je me débrouillais. C'est ce qui a fait que j'ai pu rentrer à Sciences Po. Mais en soi, j'arrive dans une école qui s'appelle Sciences Po et moi, je ne suis pas politisé. J'ai pris aucun cours d'économie. Ce qui m'a fait rentrer, c'est que je connaissais parfaitement les attentes du jury. J'avais une très, très bonne structure lorsqu'il s'agissait de faire des argumentaires, de l'argumentation, des dissertations. Et j'étais bilingue anglais, parce que ça me plaisait. Et Hmm. c'est ces trois compétences qui ont pu compenser mes énormes lacunes en histoire et faire du bidouillage en culture générale. Donc, je me suis fauvillé à Sciences Po. Et une fois que j'y étais, bah, C'est ça me pour plaisait ça pas. que tu dis que tu étais un extraterrestre. Enfin, tu l'es toujours, même certainement. C'est que tu n'avais rien à faire en fait à Sciences Po. Non, c'était un challenge. On m'aurait dit, va faire médecine. Limite, je serais parti faire médecine. Enfin, c'était pas ma vocation. Par contre, la- c'est incroyable parce que ce qu'on n'a pas, c'est notre objet de désir souvent. Et j'ai eu un bac. En fait, j'ai eu la meilleure note du lycée depuis, je crois, sa création, un truc comme ça. J'ai fait un très bon bac. Et du coup, j'avais vraiment de la confiance en moi. Je passe les concours de Sciences Po. Et là, il y avait en gros 800 places pour 11 000 candidats. Et je me retrouve Waouh! quelque chose comme 5 millième. Vraiment largué. Et ça a été une énorme claque à mon ego. C'était un de mes premiers gros échecs. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et après, j'étais vraiment en mode, ah, tu voulais pas de moi, bah tu vas voir. Et là, c'était devenu mon obsession. Et pendant un an, c'était Sciences Po, Sciences Po, Sciences Po. Et du coup, après,
J'ai tenté directement le concours pour la deuxième année qui était encore plus exigeant, mais vu que j'étais bien préparé, tout ça, Mmh. j'ai pu me faufiler, on va dire. Alors, je disais que tu n'avais rien à faire à Sciences Po, mais tu as quand même appris des choses à Sciences Po. Qu'est-ce que tu as gardé justement de ces années? J'ai gardé, euh, j'ai gardé une très très grande souplesse d'esprit. J'ai gardé la technique des mind maps, c'est les cartes heuristiques, Mmh. à penser différemment en fait. Parce que d'habitude, c'était penser une fiche de révision, c'était en bloc avec le titre, les sous-titres, machin. Moi, j'avais pensé à créer ces cartes sous forme de dessins un peu créatifs. Et pourquoi je retire ça? Parce que vu que j'avais des grosses lacunes, je ne pouvais pas compenser par ma culture ou je ne pouvais pas rattraper une bibliothèque entière en un an. Donc, si je voulais avoir mes partiels, bah, c'est la théorie de l'évolution. Il a fallu que je m'adapte. Et je me suis Mmh. adapté en pensant différemment et en apprenant plus vite que tout le monde et en restituant plus vite que tout le monde. Pas forcément des bonnes méthodes pour le long terme, mais c'est les techniques qui ont fonctionné. Donc, j'ai appris ça. Et accessoirement, j'ai découvert le marketing. Je m- Juste avant que tu arrives à découvrir le marketing, est-ce qu'à un moment de ces années à Sciences Po, justement, tu te dis, tiens, oui, c'est quelque chose que finalement, comme je ne savais pas quoi faire de ma vie, et ben ça y est, je sais maintenant, je vais travailler dans la politique ou je vais faire maire ou je ne sais quoi. Ben non, en fait, j'étais Ah paumé, je bon? savais toujours pas quoi faire et j'ai fait une dépression, ce qui s'apparente à une dépression à ça. Mais ce que je voulais dire par marketing, c'est qu'il y avait des cours de marketing à Sciences Po. Ah, Et c'est d'accord. là que j'ai découvert le marketing, la pyramide de Maslow, tout ça. Et autant j'avais des notes très, très moyennes partout, autant le marketing, j'étais major de promo. Et je ne savais pas encore à ce moment-là que ça allait devenir quelque chose qui me passionne. Et au-delà de ça, c'est pas tant le marketing qui me passionne, c'est de comprendre le monde de mes interlocuteurs, de parler leur langage et de pouvoir m'immiscer Hmm, dans leur esprit comme dans Inception un peu. ouais. Alors, marketing, quand on entend ce mot, on pense tout de suite à vente. Ça veut dire qu'à Sciences Po, on forme des commerciaux? Non, on forme des cadres essentiellement. Enfin, on forme tout un panel de profils, mais c'est surtout voilà, des cadres typiquement pour des entreprises. Et, euh, et le marketing, c'était plutôt d'un point de vue management. C'était marketing et management. Hmm. Et bien sûr, ces cours te servent encore aujourd'hui. Euh, je me souviens un C'était peu, je t'ai dit, la comme je te l'ai question dit, piège. j'apprenais mes cours genre 2 heures avant le partiel. C'était vraiment de la mémoire à court terme. Donc, je me souviens pas trop, mais je me souviens des mind maps, je me souviens de la pyramide de Maslow. Il y a quand même des restes. Hmm. Et je me souviens surtout de ce que ça fait de ne pas être à sa place et de chercher une solution. Et toute l'année Ben à oui. Sciences Po, j'ai fait autre chose. Vu que je n'étais pas concentré sur les cours, j'étais aussi obsessionnel de passer ma ceinture noire de karaté, Mhm. d'écrire mon roman. Donc, je m'exprimais dans d'autres activités. C'était surtout l'année où j'ai découvert qu'il y avait des choses que je ne voulais pas faire et qu'il y avait des choses, au contraire, où j'excellais et qui me passionnaient. Mhm. Et l'Angleterre, dans tout ça, ça t'a apporté quoi? Ça m'a apporté que ça m'a bougé un peu mes croyances. Je pensais être bilingue, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais bilingue américain et pas bilingue anglais. Ça n'a rien à voir, l'accent. Et j'ai buggé dès le premier taxi que j'ai pris pour me rendre à l'internat. Mais au-delà de ça, ça m'a apporté de. C'est une excellente question. Ça m'a apporté de travailler à distance déjà et de encore une fois, c'est la forme, c'est toujours ce que je vivais à ce moment-là. Je me demandais, est-ce que ça a du sens que je sois en Angleterre, si loin de mes proches, etc. C'était toujours un questionnement. Mhm. Après, en soi, bah, moi j'ai choisi Nottingham. Les gens pensent que c'est parce que c'est un pôle économique ou je ne sais quoi. La réponse est non, c'est parce que Robin des Bois vivait là-bas et je trouvais ça stylé d'aller à Nottingham, à côté de la forêt de Sherwood. La raison, elle est excellente en tout cas. Et aussi parce que vu que j'avais pas des très bonnes notes, je ne pouvais pas non plus choisir les meilleures universités new-yorkaises. C'est une Mhm. certitude. Mais ça me allait très bien parce que comme ça, j'étais pas trop loin de ma copine. Ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'on était en couple à ce moment-là. Et je savais que ma copine était plus importante que cette année à Sciences Po, vu que ça ne m'intéressait pas trop. Et donc, j'avais un peu ce conflit-là. Et je savais déjà que il allait falloir que je fasse un choix un an l'un de l'autre. C'était compliqué. Mhm. Après, ça se fait, mais je veux dire, ça bousculait vraiment mon échelle de valeur. Et, euh, et c'est intéressant parce que justement, cette copine avec qui j'étais depuis 2 ou 3 ans, bah, quelques années plus tard, je vais l'épouser, tu vois. C'est Donc, c'était bien. intéressant déjà, ce Ouais. test. Euh, et puis finalement, tu abandonnes Sciences Po. Ouais. Tout ça pour, tout ça pour ça. J'ai pas abandonné, j'ai switché. Ah, Et c'est quoi la avant, j'avais différence? mon focus obsessionnel. C'est logique, je ne savais pas quoi faire de ma vie, donc je fais Sciences Po. Et le jour où je sais quoi faire de ma vie, bah, quel intérêt de rester à Sciences Po? C'est comme si tu prenais des cours de menuiserie parce que tu ne savais pas quoi faire, tu dis je vais faire menuisier, et un jour tu te rends compte que ta passion c'est la peinture. Bah, quel est le sens de continuer à apprendre la menuiserie alors?
que tu peux Et faire autre alors, chose. c'est quoi qui a été le déclic justement, du moment où tu savais pas du tout ce que tu allais faire de ta vie et du moment où tu t'es dit, mais oui, mais c'est ça. Si je devais romancer un peu le truc, je dirais que ça a démarré d'une lecture. Mon premier livre de développement personnel, ça s'appelait Changer de vie en 7 jours de Paul McKenna. Je ne sais pas si c'est le meilleur livre de développement personnel. Il faudrait que je le relise aujourd'hui, ce serait intéressant. Mais ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, on pouvait devenir quelqu'un d'autre et on pouvait choisir sa vie. Et ça m'a fait me poser les bonnes questions. Et suite à ça, plein d'anecdotes, plein d'événements qui se sont un peu bousculés et je sais pas, les choses se sont mises en route. Je me souviens juste qu'à la suite de cette lecture, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais dit, je veux m'investir dans un projet dans lequel je suis à fond. Je veux gérer une équipe. Je veux être reconnu pour ce que je fais. Je veux aider les gens. J'avais une liste comme ça de je veux, je veux, je veux. Et c'est tout. Après, je l'avais un peu oublié. Elle était souvent sur mon ordinateur, mais j'avais un peu oublié. Et un jour, un ami me dit, il faut absolument que tu viennes sur Skype. Il n'y avait pas Zoom à l'époque. Viens sur Skype où je t'explique un concept de dingue. Et je dis, vas-y, explique-moi. Il m'a expliqué son concept. Il s'agit que c'était du MLM. Il Mmh. m'a expliqué un peu n'importe comment, mais il était tellement enthousiaste que j'ai adhéré. Le lendemain, je démarrais le MLM. 6 mois plus tard, j'avais des très bons résultats en MLM et j'étais passionné. Et Alors, je commençais vraiment à changer de vie. je t'interromps. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le MLM, justement, c'est quoi? Le MLM, c'est le marketing multiniveau ou vente directe par réseau ou encore marketing de réseau. En fait, c'est un modèle entrepreneurial, une sorte de modèle de franchise où tu deviens partenaire d'une société qui véhicule des produits ou des services. Et en fait, tu vas trouver des clients tu vas trouver des clients pour cette société en échange de quoi elle te reverse une commission. En Mmh. gros, tu fais l'intermédiaire entre les clients et une société partenaire. Tu leur fais un peu de la pub via le bouche à oreille. Et Et la alors, particularité du qu'est-ce qui marketing de te réseau, plaît? Oui, pardon, je te la laisse finir. particularité du marketing de réseau, c'est que tu as non seulement la possibilité de trouver des clients pour l'entreprise partenaire, mais tu as aussi la possibilité de former des gens à faire la même chose et d'être commissionné sur les ventes. Et donc Mmh. d'avoir et des clients et des partenaires. Et du coup, ça rejoignait ta liste de je veux créer une équipe, je veux aider les C'est ça. gens, voilà. Mais ça, je m'en suis Mais rendu compte a posteriori, 6 mois plus tard. ouais. Je me suis dit, putain, mais c'était ça en fait. Mais qu'est-ce qui t'a en fait emballé? Parce qu'en plus, tu dis, ton copain, quand il t'en parle, bah, il te dit un peu, il te dit juste, ouais, c'est un truc génial, mais il dit rien en fait. Mais non, mon pote, en fait, on lui avait expliqué le MLM quelques semaines avant. Il était complètement bourré lors d'une soirée étudiante. On lui parle du MLM, donc déjà, il comprend la moitié, et le lendemain, il avait oublié l'autre moitié. Et avec ça, il m'explique le marketing de réseau. Forcément, je n'avais pas forcément les bonnes armes. Je ne savais même pas que c'était du MLM. Je connaissais juste cette Ouais. compagnie et ce qu'ils faisaient. Juste, je lui ai fait confiance, ça m'a plu. Mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un en qui tu aies confiance parce que Après, il m'a démarrer. expliqué avec deux, trois Ouais. trucs. Après, il m'a envoyé une vidéo de personnes qui l'expliquaient un petit peu mieux. C'était des jeunes aussi. C'était très, très axé jeune, en fait, cette compagnie. Mmh. Et après, j'ai simplement fait mon travail. Je me suis renseigné. Je suis assez boulimique de l'information quand il y a un truc qui m'obsède. Il m'a parlé de ça et j'ai pris ma décision 24 heures après. Pas parce que j'ai réfléchi, j'ai médité, mais parce que Mmh. pendant 24 heures, j'ai pris toutes les vidéos, tous les articles, tout ce que j'ai pu avoir et j'ai pris ma décision suite à ça. Alors aujourd'hui, est-ce que tu fais encore du MLM? Parce que ça, c'était il y a combien de temps? Tu en parles là, tu avec 2013. 2013. C'est qu'on Et, je raconte ma life, mais là, bah oui, oui, il y a une oui. paire d'années déjà. Et aujourd'hui, tu continues à en faire? Non, aujourd'hui, je ne fais plus de marketing de réseau suite à mon parcours personnel. Et j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube ou bien directement sur mon blog. J'ai même un article pourquoi j'ai arrêté le marketing de réseau. C'est des critères assez personnels. Mais néanmoins, je baigne dedans tous les jours. Mmh. Puisque, en clair, ce qui s'est passé la dernière décennie, c'est que j'ai fait du marketing de réseau du coup à bon niveau. J'ai fait top 1% mondial de plusieurs sociétés. Les gens se disent ah, comment ça se fait que tu as fait plusieurs sociétés quand il y en a une qui ferme, tu démarres une autre société. C'est des choses qui arrivent dans les affaires et des entreprises qui ferment. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, il y a eu des hauts et des bas. En tout Mmh. cas, j'ai fait plusieurs années de marketing de réseau. J'ai fait ensuite plusieurs années de porte-à-porte et aussi plusieurs années où je me suis formé sur le marketing digital. Au final, j'ai condensé tout ça, en particulier marketing digital et marketing de réseau. Marketing digital étant comment faire du business sur Internet. Et j'ai créé une formation en 2018 qui enseigne aux gens qui font du marketing de réseau à se développer sur les réseaux sociaux et sur Internet, le Funnel Oui, Network. c'est ça. Et donc, Donc, avec ce programme-là, j'ai toujours un pied dans cet univers, du coup. alors, j'ai envie de revenir sur ce premier livre que tu as lu, là, Changer de vie en 7 jours, c'est ton premier livre en développement personnel. Ouais. Qui te l'avait donné? Tu l'avais trouvé par hasard ou quelqu'un te l'avait confié? J'ai Tu te trouvé par rappelles? hasard. Tu l'as trouvé par hasard? En fait, moi, comme tu sais, je suis littéraire, donc j'ai tendance à, quand j'ai besoin de me réfugier, je vais à la Fnac ou au Furet du Nord, vu que c'était à Lille. Et
je suis tombé sur un rayon et juste, je me suis laissé guider par ce qui m'intéressait. Je suis tombé sur ce livre-là. J'ai pu ouvrir un bouquin de développement personnel pendant plusieurs mois, en fait. Et le suivant que j'ai lu, c'était Réfléchissez et devenez riche, en anglais, quand je prenais le ferry, non, le truc, tunnel sous la Manche, là, pour aller Oui. à Nottingham. Et là, je disais Think and Grow Rich de Napoleon Hill. C'est celui-là, mon vrai bouquin de développement personnel qui a commencé à me changer les perceptions. C'est celui que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un C'est un de qui… ceux que je Oui, recommanderais. Euh, en fait, un livre, ça se recommande suivant là où tu veux aller. Je sais pas, si tu veux acheter une voiture, je vais pas te dire, je te recommande la dernière Mercedes. Non, si tu veux un 4x4 ou si tu veux une voiture familiale ou si tu veux une voiture de sport, ça dépend de tes besoins. C'est la même chose pour les livres, mais il y a quelques fondamentaux comme Réfléchissez et devenir riche ou Comment se faire des amis de Dale Carnegie, que je recommande à tout moment. alors, comment se faire des amis? Je l'ai, moi, le livre. Euh, c'est pas le titre, je trouve, n'est pas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais comment se faire des amis? On peut se dire, est-ce que j'ai besoin d'un livre pour savoir comment faire des amis? Pour te faire des amis, non. Par contre, pour transformer tes ennemis en amis, oui. Parce que c'est ça l'objet du livre. Le titre original, ça se traduit par Comment se faire des amis et manipuler les autres. Et influencer les autres, je crois. Oui, parce que Et un manipuler, c'est influence pas très… people. Je confonds avec influence et manipulation, en fait, c'est pour ça. Oui. Non, c'est et comment influencer les autres. Par contre, se faire des amis, c'est une chose. Influencer les autres, on n'est pas du tout sur le même terrain. Tu vois. Et comment se faire des amis, c'est juste le titre qui est resté, mais c'est bien plus profond que ça. Et c'est le meilleur retour sur investissement que je connaisse. Pour 7 euros, vous avez 40 années d'expertise de Dale Carnegie et surtout des fondamentaux qui font que ce livre est un best-seller, pas depuis 5 ans, mais depuis 50 ans. Et ça ne trompe pas. Des best-sellers qui ont été lus par des millions de personnes. Il y a des photos sur Google Images où on voit Eminem en train de lire Comment se faire des amis, alors qu'il balance des insultes à fond dans ses clips et dans ses chansons de rap. Oui. On sent bien qu'il y a quelque chose derrière. Tu vois. Toi, Puissant à ce point. de ce livre, tu as gardé quelles habitudes, quelle façon de fonctionner justement avec les gens? J'en ai pas gardé assez. Mais parmi celles que j'ai gardées, il y a beaucoup de choses inconscientes. Donc, ça me demande un peu de réfléchir. Mais déjà, toujours dire prénom de la personne, pas vrai, Lénaïque? Toujours Oui, Meryl. plusieurs choses comme ça. Et c'est surtout cette compréhension de ça ne sert à rien d'avoir une bataille d'ego parce que l'autre a ses arguments, ses croyances, son monde. Et toi, tu as ton monde. Ça sert à rien de se disputer. Et plus concrètement, il y a un truc que j'ai servi, si tu me permets de raconter une anecdote, dont Oui. je me suis servi, je veux dire. C'est qu'une fois, quand j'étais étudiant, donc j'ai pas beaucoup d'argent, je prenais le train et cette fois-là, je sais pas, j'avais pas posté mon billet ou j'avais pas de billet du tout, j'étais en fraude en fait. Et là, le contrôleur arrive dans le wagon et je suis un peu cerné, tu vois. Je vais pas l'inventer le billet. Donc à peine il fait un pas dans le wagon, tout de suite je me lève à moitié de mon siège et je fais je suis désolé, je suis désolé, j'ai pas pris de billet, je sais, vous allez me mettre une amende, je sais que je suis en faute et c'est vrai, mettez-moi une amende, je suis désolé monsieur l'agent. Je n'ai pas dit monsieur l'agent, mais monsieur le Ouais, contrôleur, je sais pas ouais. quoi, tu vois. Et la réaction du contrôleur, c'est qu'il a fait oh doucement, on va déjà voir ce qui se passe. Et là il me discute un petit peu avec moi et au final il fait bon ça ira pour cette fois-ci, mais la prochaine fois prenez un billet. Ouais, ça c'est extraordinaire. Dale Carnegie prend une anecdote similaire dans son Ouais, livre où cette fois-ci, j'ai dit monsieur l'agent parce que lui, il croise un gendarme à cheval justement. Et j'ai repris absolument. exactement le même processus et j'étais bluffé de voir que ça a marché et que ça m'avait esquivé une petite amende. Oui, parce qu'il Et faut une plus dernièrement, je l'ai fait aussi avec la police, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais il faut expliquer justement que ça marche avec l'inconscient, effectivement, parce que quand on dit ça, quand on reconnaît que nous sommes en faute, tout de suite, en fait, ça libère quelque chose en face qui est de l'empathie, en fait. Bah oui, puis la personne en face de toi, qu'il soit contrôleur ou surtout policier, un policier, il est là pour faire respecter l'autorité. Il a de l'ego en général et souvent, il a un ego qui est contesté par des personnes qui l'insultent ou qui ne sont pas d'accord avec lui. Il est tout le temps obligé de montrer c'est qui le patron. Mm. Or là, tu arrives et tu te soumets immédiatement. Tu dis, c'est vous le patron, je suis en faute et allez-y, faites votre boulot. Je vous comprends, c'est pas de votre faute, monsieur l'agent, vous Mm. faites votre boulot. Et là, il n'a plus besoin de prouver que c'est lui le boss. Il le sait. Donc du coup, maintenant, ce qu'il a besoin de prouver, c'est que c'est pas forcément le connard que tu penses et qu'il peut être Ouais. humain avec toi. Donc voilà, on rappelle le titre du livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Euh, j'ai envie de revenir sur ta période où tu découvres le MLM et qu'est-ce qui a été, avec le recul bien sûr,
ou dans tes souvenirs, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu as démarré? Quand j'ai démarré ou dans la carrière de MLM? Quand tu découvres ce type d'entreprise et que tu démarres, puisque tu dis que tu as démarré le lendemain, ton copain Mmh. t'en parle et tu démarres le lendemain. Est-ce qu'il y a un moment où tu as trouvé ça difficile quand même? Ouais, au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai eu mon premier partenaire qui a voulu se faire rembourser et partir. Et là, je me suis fait un film, je me suis dit: «Ah ça y est, c'est le début de la fin, ça va dégringoler en cascade» et tout ça, tous les doutes sont émergés à la surface et je me souviens avoir eu un appel avec, un de mes confrères et on était face à la même au même événement, face aux mêmes doutes et on se demandait si on n'allait pas arrêter parce que oui, finalement si, finalement ça et on se bourrait un peu la tête et la conclusion, c'était que lui, il a décidé d'abandonner et moi, j'ai dit: «Je me laisse une dernière chance». Mmh. C'est juste ça. J'aurais très bien pu arrêter au bout de 2 semaines. Et cette dernière chance a duré finalement, beaucoup plus Ouais, longtemps, quelques années, ouais. quelques années. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui découvre le MLM et qui est encore hésitant et qui sait pas, qui a pas la vision de ce que ça peut apporter? Quelqu'un qui découvre le MLM et qui a pas encore la vision? Bah oui, parce que c'est bon, toi, on va dire que tu étais boulimique d'infos, il y a un ami que tu Mmh. adores qui te propose un truc, tu fonces, mais tout le monde n'a pas forcément Et je suis pas sûr que la vision, elle vienne d'un coup. Je crois que ça se fait, l'appétit vient en mangeant, tu vois? Et c'est qu'au début, moi, je suis pas venu pour changer le monde, hein, dans le MLM. Au début, je suis venu parce que je voulais un peu plus de thunes à côté de mes pauvres bourses étudiantes. Donc au début, je viens pour gagner un petit peu de thunes. Après, je viens pour gagner plus de thunes. Après, je viens pour en vivre et vivre de ma passion. Après, je viens pour véhiculer ça aux gens qui ont envie de vivre de leur passion. Après, à la fin, c'est carrément une histoire de libérer les autres, leur donner le pouvoir et leur faire comprendre qu'il existe un monde de ce qu'ils connaissent. Mais ça vient graduellement, la vision, j'ai l'impression. D'accord, et ça est venu en fait au fur et à mesure de tes gains? De mes gains et de mon expérience dans le projet, à force de rencontrer les gens et ouais, à force d'évoluer. Et je dis les gains parce que c'est quelque chose de facilement mesurable. Et puis, c'est assez pratique parce que mes gains ont augmenté avec le temps de manière assez régulière. Donc, c'est facile à mesurer pour moi. Alors tes Mais si vous premières cherchez un commi raccourci, ouais, tu te rappelles de tes premières commissions? ouais, 15 €. 15 € et alors ta On était payé à la réaction? semaine. Je fais 15, 30, 0, 45, un truc comme ça. Tu vois, le premier mois, j'ai fait 160 € alors que j'avais investi 128. J'étais en bénéf de 30 €, un truc comme ça. J'étais en bénéf dès le premier mois, j'étais content. Qu'est-ce que tu as fait de tes premières commissions? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai dû, j'ai dû réinvestir très vite, je pense. Soit j'ai repris des produits, soit. Dans tous les cas, on devait avoir une commande automatique. C'était comme ça dans ce MLM-là. Mmh. On devait commander tous les mois. Donc, c'était pas, j'avais pas le choix. C'était pas, ouais, je vais me développer quand je l'entends. C'est non. Tous les mois, à partir de maintenant, je sais qu'il y a 130 € qui partent, Ouais, 128 €, le pack à 128. Et ça passe, c'est tous les mois. Donc, maintenant, mon but, c'est d'être au moins au-dessus et après de grandir, tu vois. Et de ouais. pouvoir payer le mois prochain et tout. Donc, il y avait Et ce alors jeu-là un petit peu. et alors tu dis: «Mon objectif, c'était de gagner un peu d'argent et ensuite de gagner encore un peu plus d'argent». Donc là, tu Ouais. as gagné, 30 €. Est-ce que ça t'a parce que 30 € au fond, on se dit: «Oh, c'est pas grand-chose, est-ce que ça vaut Bah, le en coup vrai, de j'avais gagné 160 € et il s'avère que j'avais payé 130 de, oui, de produits. Mais en soi, j'avais quand même 160 € et surtout, je voyais qu'il y avait des clients et des gens qui étaient prêts à travailler et on était sur une pente croissante en fait. C'est la croissance qui est intéressant. mmh, et Ce donc qui me, ce qui me drivait, c'était pas tant les revenus, c'était la croissance de l'organisation. d'accord, et au final, tu as réussi à gagner jusqu'à combien, dans ton marketing, de réseau? Hum, j'ai fait un pic à 40 000 une fois, mais c'était avec une autre société, frauduleuse en plus. Quarante Donc, je mille, ne le compte pas. 40 000, quoi, par En, an, en un, en un mois. en un mois? Waouh! Ouais, mais c'était juste un pic. J'ai fait 60 000 € en 2 mois, donc 20 plus 40, un truc comme ça. Mais ça, c'est une parenthèse. C'est la deuxième compagnie que j'avais faite. Et ça allait pas. C'était frauduleux, c'était n'importe quoi. Mmh. Donc, ça, je le dis si jamais il y en a que ça peut impressionner ou stimuler ou je ne sais pas. La vérité, c'est que dans mon MLM, dans mon premier MLM, c'était plutôt un, des pics à 5 000 et une moyenne à 3 500 sur l'année. Ce qui est plutôt bien. Ça, c'était pour ma position, sachant Ouais. qu'en fait, j'avais pas juste ma position, c'est que j'étais dans le top 3 français et je travaillais de très près avec mon colocataire, qui est aujourd'hui le témoin de mon mariage. Donc, en plus d'être mon colocataire et mon meilleur ami, c'était aussi le numéro 1 français de la boîte. Donc, le numéro 1 et le numéro 3.
on bossait de pair. Et du coup, bah, moi, je travaillais pour mes équipes, mais je travaillais aussi avec lui. Quand je créais une formation, ce n'était pas juste pour moi, c'était aussi pour ses équipes. Mm. Finalement, je n'avais pas juste mes 4000 distributeurs à gérer, c'est qu'on gérait à nous deux les 11 000 distributeurs de son compte à lui. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe. Et moi, je faisais 5 000, lui, il est déjà monté à des pics à 15 000. Mais finalement, ce qu'on regarde, c'est que, ouais, il y a 11 000 personnes qui sont passées dans cette compagnie en l'espace d'un an et demi. Ouais. On peut dire qu'en fait, c'était une école pour toi par rapport au métier de formateur que tu as aujourd'hui. C'était Ouais. vraiment les prémices, quoi. Bah, c'est à ça que j'attribue mon relatif succès en marketing de réseau. Et je fais une parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, 5 000 euros en MLM, j'ai l'impression que ça se fait comme ça. En 2013, c'était un peu plus exceptionnel, j'ai l'impression. Tant mieux si les gens gagnent un peu plus d'argent et que les temps ont changé. En tout cas, si j'ai pu avancer, c'est parce que j'ai ce côté enseignant, ce côté prof, formateur. Et les meilleurs en MLM, ce n'est pas les commerciaux, ce sont les formateurs. J'allais le dire, souvent, ce sont des professeurs, même à la retraite, qui sont Mm. très, très bons en marketing de réseau. Par contre, il y avait un énorme travail, c'est-à-dire que tu n'avais plus de vie, tu te levais à n'importe quelle heure, c'était 22 heures de travail sur 24, non? Quelque chose comme ça? J'ai trop besoin de sommeil pour monter à 22 heures. Mais quoi que c'est déjà arrivé, hein. La fois où notre upline, donc nos mentors américains sont venus en France, on était à 10 dans un appart, on a dormi 1 heure pour les chercher à l'aéroport. Finalement, ils ont raté leur avion, ils sont arrivés en train et tout, on était crevés, on n'avait pas dormi, tout ça. Donc oui, il y a eu des journées à 23 heures, qui ont duré 23 heures, c'est vrai. Après, ça se compte pas, c'était H24, obsession. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a fait prendre du recul sur le marketing relationnel? Bah, être obsessionnel pendant 6 mois ou un an, ça va, mais au bout de 2 ans, c'est épuisant et il faut apprendre à dupliquer, à créer une vraie entreprise. On ne peut pas tout mener à bout de bras et juste à la force de la motivation. Donc, oui, il a fallu penser des nouvelles structures, des nouveaux systèmes. D'autant que, bah ouais, il y a eu les revenus qui sont montés, mais des fois, ça descendait. Et quand tu continues de travailler aussi dur pour finalement euh, que ça ne rentre plus, là, tu es obligé de te remettre en question. Mm. Euh, Aucun regret d'avoir arrêté le marketing et d'avoir créé ta propre boîte? Si j'avais des regrets, j'aurais repris le marketing de réseau. Non, donc aucun regret. Non? Aucun regret. Cela étant, tu es, comme tu l'as dit tout à l'heure, très lié au marketing de réseau parce que tu formes beaucoup de gens qui découvrent justement l'activité et qui ont envie de développer, qui n'ont pas juste simplement envie de faire 200 ou 300 euros supplémentaires par mois. Tu travailles avec des gens qui ont vraiment une vision de l'entreprise aussi, des gens qui ont envie d'aider d'autres. Comment ça se passe au niveau de ces formations? C'est ça, en fait. Bah, j'aide ces gens-là et j'aide surtout les gens qui n'ont pas envie de vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire devoir abandonner le karaté pour se concentrer à son business, de devoir rester jusqu'à 22, 23 heures devant l'ordi alors que tu as ta future fiancée qui t'attend pour les dormir et qui ne te voit pas, d'être sur le qui-vive tous les week-ends, tous les dimanches, tous les jours fériés, de ne pas avoir de vacances, de ne pas avoir de réel temps off, d'avoir tout le temps 99 conversations non lues sur Messenger. Donc, ça, c'est tous les gens qui n'ont pas envie d'avoir ça, même si ce sont des bons problèmes dans un sens, mais les gens qui veulent dupliquer, qui en ont marre d'aller chercher les gens, qui en ont marre d'être aux réunions de famille et de pousser un peu la famille pour qu'ils rejoignent et qu'ils achètent les produits, etc., qui en ont marre d'entendre tant de Janine qui parle du MLM comme un système pyramidal, ou ta famille qui te demande ça marche toujours ton truc. Non, pour les gens Oui. qui veulent professionnel et parler uniquement avec des gens qui savent de quoi ils retournent. Moi, je me suis Mhm. épuisé à faire 7, 8, 9 présentations par jour à des gens qui, au final, n'avaient strictement rien à faire de ce que je leur racontais et qui étaient là pour faire plaisir à la personne qui les avait invités. Mhm. Non, maintenant, j'ai appris à avoir des rendez-vous uniquement avec des gens qui savent de quoi on parle, qui savent qui je suis et qui ont des questions et qui sont prêtes à aller de l'avant. Et c'est ce que j'enseigne aux gens qui font du marketing de réseau Mhm. aujourd'hui. Alors, tu parles de dupliquer, encore une fois, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que ça veut dire dupliquer quand on est en marketing relationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en marketing de réseau, euh, en marketing de réseau, tu es payé sur le chiffre d'affaires global, non seulement réalisé sur tes efforts, mais aussi sur les efforts de tes équipes, des personnes que tu as formées toi-même. Et donc, si toi, tu es payé uniquement sur tes efforts, si tu es le meilleur au monde, tu vas peut-être faire 5, 10, 20, 30 clients par mois, et c'est très bien. Mais si tu enseignes à 2 personnes à parrainer 3 clients par mois,
et que tu leur enseignes à enseigner elles-mêmes à 2 personnes et que tu crées un système où on forme les gens à chacun faire une poignée de clients, ben là, tu vas pas être cantonné à 30 clients en t'épuisant. Tu Mm. peux avoir un effet de levier qui te fait monter à 30, 50, 100 ou plus clients chaque mois en travaillant moins, Mm. simplement en formant les gens à faire la même chose que toi. Est-ce que tu as un profil type de tes élèves? Bien sûr, ouais. Tu voudrais savoir À quoi ils quoi leur sujet? ressemblent? À À quoi ils quoi oui. Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des vieux? Est-ce qu'il y a de tous les âges, de tous les Ah, pays? ça, pour le coup, c'est plus un état d'esprit, en fait, parce que physiquement ou l'âge, ça a une importance secondaire. Il y a tous les âges, pour le coup. Vraiment, ça va de 18 à 70 quelque chose, ou pas loin de 70. 67 sûr. Et si jamais il y a un vétéran qui a envie de se challenger, il n'est pas trop tard. Voilà, c'est Donc ouais, ça. les âges, ça vient de tous les horizons, etc. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils croient en ce modèle du marketing de réseau, mais qui sont très dubitatifs quant au fait de rédiger sa liste de noms, saouler sa famille, faire du street marketing, prospecter les gens dans la rue. Ou alors qui sont dubitatifs par rapport au fait des anciennes méthodes. Ils ont envie d'accélérer et se disent, attends, on est en 2020, on fait encore les techniques des années 80. Au bout d'un moment, il y a peut-être autre chose à faire, tu vois. Mm. Donc, c'est des gens qui veulent procéder différemment et peut-être Puis, plus intelligemment dans certains cas. puis le fait que tu aies une expérience en marketing, le fait que tu sois jeune, ça te permet aussi de proposer quelque chose d'innovant, quelque chose de plus ludique. Ouais, c'est ce que je souhaite en tout cas, ouais. Est-ce Encore une qu'il y fois, a... je sais pas si mon âge, joue, ou quoi, mais en tout cas, vu que je connais le sujet, je connais le MLM comme peu de personnes le connaissent en France. Puisque non seulement j'ai mon expérience, mais j'ai été aussi invité à des événements des plus grands formateurs en MLM et francophones en tout cas. Donc je les connais, pour la plupart ce sont des amis, je sais comment ça se passe, je sais aussi comment ça se passe les coulisses du MLM. Au bout de 7 ans, tu as un bon aperçu de comment ça fonctionne tout ça. Et du coup, j'ai cette expertise à apporter et du coup, je connais les gens qui font du MLM très très bien et je sais de quoi ils ont besoin, je sais comment leur parler, les aider. Hmm. En tout cas, je crois. Ok, bah, écoute, c'est pour ça que tu as créé une formation, mais tu es pas que ça, parce que tout à l'heure, quand on a débuté cette interview, tu parlais, enfin, je t'ai présenté comme entrepreneur multicasquette, donc tu fais une formation pour aider les gens qui font du marketing de réseau à dupliquer leur métier. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? En vérité, je dis entrepreneur multicasquette parce que oui, j'ai plusieurs rôles à gérer et aussi j'ai une équipe à gérer. Mais finalement, depuis 2013, je fais la même chose. Enseigner aux gens à construire un business impactant, qui les passionne et surtout qui les rend libres. C'est passé par le marketing de réseau. J'enseigne ça avec le Funnel Network, créer des tunnels de vente pour automatiser sa prospection MLM. Mais je l'enseigne aussi avec un autre programme. Donc, le dernier programme que j'ai sorti, ça s'appelle le programme Krypton. Et en fait, juste pour raconter l'histoire, c'est que je me développais avec le Funnel Network et ça commençait à prendre de l'ampleur. Et un jour, j'ai un ami, je discutais avec lui autour d'une table à un restaurant et il me dit, bah voilà, en fait, je suis super admiratif de ce que tu fais. Moi, j'ai 2, 3 idées de business, mais il n'y a rien qui décolle. Et surtout, bah, je bricole un petit peu, j'arrive à survivre, mais c'est aussi parce que j'ai des aides de l'État. Je touche le chômage parce que j'ai été licencié, parce que la boîte a fermé, etc. Donc, j'ai 1 an de chômage. Sauf que là, dans 15 jours, j'ai plus de chômage. Je fais, ah ouais. Et il me fait, ouais, j'ai plus de chômage et mes business sont tous un peu au point mort. Je sais pas comment faire. Il était perdu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pris sous mon aile pendant 14 jours. Il est venu chez moi. Sur les 14 jours, bah, déjà, on a glandé une semaine parce que ça reste un pote et on n'était pas très disciplinés. Mais la dernière semaine, ouais, là, on a mis les bouchées doubles et de manière stratégique, je lui ai dit exactement comment je ferais à sa place. On a tout imaginé et il a beaucoup travaillé aussi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que le 365e jour de son chômage, bah, c'était soit ça fonctionnait, ce qu'il avait proposé, soit le lendemain, c'était RSA. Et Hmm. encore, il n'avait pas fait la demande, donc il aurait fallu des mois avant qu'il touche un tout petit peu d'argent. Donc là, c'était vraiment critique. Et le premier soir, on ouvre les portes de son nouveau programme d'accompagnement qu'on a mis sur pied. Et dès le premier soir, il fait un peu plus de 2 000 euros. Donc c'est à la fois Waouh! énorme et rien du tout. Mais lui, ça a changé sa vie parce qu'il s'est dit, ah, mais c'est possible en fait. C'est le Ouais. déclic qu'il a eu. Et moi, je le savais parce que je sais comment ça fonctionne et j'ai eu foi en lui, puisque lui, il avait plus que lui, il avait foi en lui. Mais du coup, il a fait 2 000 euros et depuis, il tourne à minimum 3 000 euros par mois depuis juin 2019. Il a encore fait des records, il fait des journées à plus de 1 000 ou plus de 1 500 euros en ce moment.
Pas Ouais. tous les jours, mais ça fait des beaux pics et elle en est très satisfaite. Alors, c'est extraordinaire parce qu'en général, quand on a un esprit d'entrepreneur, on sait qu'en général, son entreprise, dans les 2, 3 ans qui suivent l'ouverture de l'entreprise, bon, on ne va pas trop se payer. Et là, lui, il ouvre son entreprise au mois de juin 2019, c'est ça? Et Ouais, tout de suite, il fait 2 000 € et en moyenne, il est à 3 000 € par mois. c'est ça, ouais. Elle a créé sa société, sa SASU en janvier, du coup. C'est chouette. Tu as d'autres belles histoires comme ça? J'en ai quelques-unes, mais celle-là, c'est pour illustrer que du coup, j'ai bien vu que j'avais une autre manière d'aider les gens, autrement que les gens du MLM. Et du coup, il y a eu une demande. Il y avait aussi une demande de la part de mes meilleurs clients Final Network qui disent bah, j'adore ça, mais en parallèle, j'ai bien ce petit projet, tout ça. Et Mm. il y a eu deux déclics. C'est que le premier, en février, j'organise mon premier séminaire en présentiel pour le Final Network, où j'ai pu rencontrer ces gens-là pour de vrai. Et ça a été un moment incroyable, un week-end incroyable. Et là, j'ai vraiment cerné ce dont ils avaient besoin et ce que je pouvais leur apporter. Et là, c'était une évidence, c'est que j'ai créé un programme un peu sur mesure pour les aider à lancer leur business. Ensuite, je suis parti, le deuxième déclic, c'est que je suis parti à Bali me ressourcer en mars. Je suis parti 10 jours, je crois, en Indonésie. Et quand je suis revenu, j'ai officialisé, j'ai ouvert ce programme, j'ai tout pensé, j'ai tout structuré. Et ça y est, c'est officiel, le programme Krypton est ouvert pour aider les gens qui veulent lancer leur business et vivre de leur information à créer ce que j'appelle un super business qui les rend indépendants financièrement en transformant la vie des gens. Alors, combien ça coûte aux gens qui ont envie qui seraient intéressés? Ce serait maladroit pour moi d'amener le prix de cette façon-là. Ce serait, Une on fourchette parlait de, de vente et de une, marketing, four- là, ça serait compliqué. une fourchette de prix dans l'investissement, peut-être. J'aimerais le donner, mais en fait, c'est même pas ça la question, c'est que c'est sur candidature. D'accord. Donc, je peux donner la meilleure fourchette de prix, me dire oui, tiens, je veux démarrer, mais si je pense qu'on ne peut pas t'aider, si tu ne corresponds pas à nos critères, on ne t'acceptera pas de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de faire des faux espoirs. Mais ce programme-là en particulier, à l'inverse du Final Network, là, on est sur du haut de gamme, du personnalisé et sur un tout autre type de résultat. Donc, on Hmm. est sur du haut de gamme. Ouais. Alors, tu fais J'ai aucune ça. charge avec le prix, hein, mais c'est Non, 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 important de non, le mais comprendre. je comprends tout à fait ton point de vue. Donc, Funnel Network, on a parlé, formateur de business en ligne. Alors, tu disais en février ta première formation en présentiel parce que jusqu'à présent, tu ne faisais que des formations en ligne. Ouais. Bah, Et, le Final Network était en ligne, les coachings étaient en ligne, tout était en ligne. Ouais. et tout est encore en ligne d'ailleurs, hein, Oui, bien sûr. et heureusement parce que la période de confinement fait que tes élèves peuvent continuer à avoir leur formation. Le fait d'avoir créé ta formation en présentiel, est-ce que ça te donne envie d'en faire plus de ce Ouais. côté-là, de peut-être pas laisser tomber le côté sur Internet, mais en tout cas de développer le côté en présentiel? Il y aura toujours le côté sur Internet parce que c'est trop important. Mais le côté présentiel, c'est oui, moi clairement, c'est mon ikigai, il est sur scène, tu vois, depuis toujours. Donc c'est le présentiel que je favorise. Et là, j'ai déjà réservé la date du prochain événement, quoi. On peut savoir? C'est sur candidature. En Mais tout cas, je donnerai les informations sous cette vidéo. Je mettrai le lien du Funnel ça, Network. Je ça te sera mets ça sera avec avec toi, plaisir. voilà, Normalement, l'immersion est prévue pour juin, mais avec le contexte, je croise juste les doigts, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait pas trop jusqu'à quand ça va durer. En tout cas, toi, ça t'empêche pas de travailler. Est-ce que tu aurais un message à donner justement à des gens qui, du fait du confinement, vivent des peurs peut-être sur le lendemain, de se dire oh là là, mais comment je vais faire moi si je travaille pas, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? La seule chose que j'aurais à dire, c'est que la vie ne nous donne jamais des épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Donc, si vous voyez le confinement comme une épreuve, voyez surtout ça comme une opportunité de grandir et de devenir différent, en fait, de vous adapter. C'est comme ça qu'on a fait depuis des millénaires. Nous, comme les animaux, on s'adapte par rapport à notre environnement. Si l'environnement change, la pire erreur, ce serait de rester accroché à ce qu'on était avant ou ce qu'on faisait avant. Il faut évoluer avec le contexte. Il faut s'adapter. Donc, juste ça. Et s'adapter, ça implique d'être peut-être plus au contrôle de ses revenus, plus indépendant. Et donc, le meilleur moyen d'être indépendant, c'est de devenir incontournable sur le marché, d'apporter de la valeur à des clients dont on change la vie. Et d'où l'intérêt d'apprendre à monétiser son expérience. Ben, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'encore une fois, tu es jeune. Alors, c'est vrai que tu dis que l'âge
n'a pas vraiment d'importance à ce niveau, mais je trouve que tu as, alors je ne sais pas si c'est ton passage à Sciences Po ou si c'est ton caractère, mais tu es vraiment quelqu'un de rayonnant. J'adore ton enthousiasme sur toutes tes entreprises. C'est vraiment chouette de voir des gens comme toi. Donc, merci Meryl. Je te remercie. À bientôt. À très vite, Lénaïque.